Alors, un grand merci à vous pour l'invitation. C'est un grand plaisir de donner ce séminaire ici. Et aujourd'hui, je veux vous donner une introduction à les paradoxes de l'information pour les trous noirs. Et qu'est-ce que c'est les paradoxes de l'information? Je vais commencer par vous donner quelques mots sur les paradoxes de l'information et après on va voir quelques détails en plus. Alors, l'objet principal de ce séminaire sera les trous noirs et quelle est la propriété la plus importante d'un trou noir pour aujourd'hui? Bon, la chose qui nous intéresse, c'est que si on peut prendre de la matière, on veut essayer de la jeter dans un trou noir, on veut voir qu'est-ce qu'il passe. Alors, on va jeter notre matière dans les trous noirs et la chose qui passe, c'est que le trou noir va devenir un peu plus grand. On va avoir un masse que c'est plus grand, un moment angulaire que c'est plus grand, mais ça c'est tout. Ça c'est la seule propriété qu'on va obtenir après on a jeté de la matière dans un trou noir. Mais les paradoxes de l'information se basent sur cette question très simple. Où est l'info qu'on a jeté dans le trou noir? On a jeté un gaz, une boîte de gaz, par exemple, des livres, mais aussi, ça c'est pas un problème qui est lié à la mécanique classique ou à la mécanique quantique. On peut jeter un chat de Schrödinger dans les trous noirs, on peut jeter un état libre, un état pur, en mécanique quantique, et on va voir qu'est-ce qu'il passe après on a jeté toutes ces matières, tous ces trucs dans les trous noirs. Alors, l'observation de M. Hawking est que cette information s'est complètement perdue. On va jeter de l'information dans les trous noirs, et à la fin on va obtenir simplement un objet qui a un peu plus de masse, un peu plus de moment angulaire, mais seulement ces deux charges, rien de plus. Et ça c'est une observation qui a été obtenue déjà dans les 1975. Et comment est possible qu'on va perdre l'information? L'idée, c'est qu'un trou noir aussi rayonne, et rayonne jusqu'à sa disparition. On va jeter de la masse dans les trous noirs, on les laisse comme ça, mais le trou noir va commencer à engendrer de la radiation, et qu'est-ce qu'il passe? Il devient plus petit, et à la fin, il va disparaître. Et le problème, c'est que la radiation qu'on va obtenir, c'est une radiation qui a un spectre de corps noir, c'est-à-dire qu'il y a seulement un paramètre dans la radiation qu'on va obtenir, que c'est un paramètre qui est lié à la température du corps noir. Et car on a seulement un paramètre, on a perdu complètement toute l'information qu'on a jetée dans les trous noirs. Et pourquoi c'est si étonnant? La raison, on peut dire, bon, c'est la même chose. Si on prend les mêmes choses, on va les jeter aux flammes. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On a perdu toute l'information qui s'est contenue, par exemple, dans les livres, dans les gaz. On obtient simplement de la radiation qui s'est générée par les flammes. Mais il y a une différence très fondamentale entre les deux. Ici, on va perdre l'information parce qu'on va dans une approximation. Et dans cette approximation, on va considérer simplement un processus du point de vue de la thermodynamique. Mais on connaît qu'en principe, si on va jeter toute cette information dans les flammes, on peut reconstruire l'information initiale si on a une puissance de faire des observations aussi puissantes pour reconstruire toute l'information qu'on a jetée. Par exemple, on peut voir comment est distribuée la radiation qu'on obtient à partir de ces flammes ici. Dans le cas des trous noirs, la situation c'est vraiment très différente parce qu'en mécanique classique ou même en mécanique quantique, en principe on peut reconstruire toutes les infos sur l'objet qu'on a jeté aux flammes. Et c'est très difficile, l'information s'est cachée, mais a priori on peut le faire. Elle n'est pas perdue, c'est simplement caché. Dans les calculs de Hawking, il n'y a aucune approximation. Par contre, l'information n'est pas cachée. Elle est vraiment détruite par les trous noirs. Et clairement, ce résultat n'est pas compatible avec l'idée la plus fondamentale de la physique. Que si on ne peut pas détruire de l'information sur un système, la physique nous donne les lois pour déterminer l'évolution de ce système dans le temps. Mais ici, on a les problèmes qu'on part d'un système avec des conditions initiales données. Notre évolution nous porte dans un trou noir et on va perdre l'information sur l'état initial. Ça, ce n'est pas vraiment possible et ça, c'est l'origine du paradoxe. Alors,
Comment est possible ça? M. Hawking a fait seulement une chose, a pris les lois de la gravitation, a pris les lois de la théorie quantique des champs, et l'a mis ensemble, et l'a prise un état où il y a un trou noir, et il a obtenu ce paradoxe. Comment est possible? Comment on peut résoudre ce paradoxe? L'idée est qu'on doit avoir un problème de quelque part dans cette équation. Peut-être on doit changer les lois de la gravitation un petit peu, peut-être on doit changer les lois de la théorie quantique des champs, ou peut-être la chose la plus probable est qu'on doit les changer tous les deux pour obtenir une théorie plus fondamentale qui nous permettre de traiter la radiation, soit la radiation, soit la mécanique quantique ensemble. Il y a différentes propositions pour des théories de ce type ici. Une possibilité, c'est la théorie des corps. Et il y a maintenant une grande activité de recherche pour chercher de comprendre s'il est possible, en utilisant des modèles plus avancés comme la théorie des corps, d'obtenir une solution de ce paradoxe qu'on a trouvé. Et l'autre chose, c'est que toutes les fois qu'on trouve un paradoxe dans la physique, ça c'est vraiment un très bon signe, parce que c'est un signal qu'on ne comprend pas bien quelque chose. Dans ces cas, les paradoxes, c'est une des indications les plus concrètes qu'on doit vraiment faire quelque chose. On ne peut pas prendre la gravitation et la théorie quantique des champs relativistes dans leur état actuel. On doit faire quelques autres choses, parce qu'il y a un phénomène où c'est clair que on ne peut pas traiter ces deux théories comme des théories vraiment fondamentales. Et clairement, on doit trouver quelques autres choses qui se ramènent à la relativité générale et à la mécanique quantique dans leur domaine des applicabilités. Et ça a été un peu l'idée principale des paradoxes. Maintenant, je veux vous montrer les éléments un peu plus, de façon légèrement plus précise, quels sont les éléments qu'on utilise pour décrire ce paradoxe. Alors, le premier élément, c'est qu'est-ce que c'est un trou noir. Alors, on peut comprendre très bien qu'est-ce que c'est un trou noir à partir d'un exercice très simple. On peut calculer quelle est la vitesse minimale qu'un missile doit avoir pour quitter un corps de masse m et un rayon r. Ça, c'est une chose qu'on peut faire dans notre premier cours de physique. Si on veut abandonner les corps de cette masse, on peut décider qu'on arrive à l'infini avec la vitesse nulle. Et alors, on peut obtenir la vitesse minimale simplement en disant que l'énergie cinétique, c'est égal à l'énergie potentielle du corps. Et si on va faire on va résoudre cette petite équation ici, on trouve que la vélocité minimale pour quitter le corps, c'est proportionnel à la masse du corps, et ça on le connaît très bien. Sur la Lune, l'astronaute, c'est beaucoup plus simple pour un astronaute de faire des mouvements sur la Lune qu'ici sur la Terre, et c'est inversement proportionnel au rayon délogé. Et c'est-à-dire que si la masse reste constante, mais les rayons délogés vont diminuer, à un certain point, la vitesse minimale peut devenir plus grande que la vitesse de la lumière. Et si on est dans cette condition ici, c'est clair qu'on ne peut pas quitter les corps, parce qu'il n'y a aucun signal peut quitter les corps. Et ça, c'est exactement le cas d'un trou noir. Un trou noir, c'est un objet où la vitesse minimale pour quitter les corps, c'est plus grande que la vitesse de la lumière. On peut vérifier quelle est la valeur des rayons pour laquelle la vitesse de la minimale, la vitesse de libération, c'est égal à la vitesse de la lumière, et ça va définir une quantité qui s'appelle les rayons de Schwarzschild. Et les rayons de Schwarzschild nous donnent la dimension qu'un objet d'une certaine masse doit avoir pour être un trou noir. Et par exemple, pour la Terre, sont vraiment des centimètres. On doit mettre toute la masse de la Terre dans un rayon de moins de quelques centimètres. Et bon, ça c'est un calcul qu'on a fait vraiment en utilisant les lois de la mécanique newtonienne, mais on peut se demander, ok, peut-être c'est simplement que ces trous noirs, c'est quelque chose qu'on peut trouver si on utilise les lois de la mécanique newtonienne, mais si on va passer à la réalité générale, que c'est la description plus complète des phénomènes gravitationnels, la situation peut être différente. Alors on peut se demander, c'est dans cette côté ici, on peut construire
décrire un objet de masse m arbitraire qui se confine dans une région de l'espace avec un rayon qui est plus petit que le rayon de Schwarzschild. Et si on demande ça aussi à la réalité générale d'Einstein, la réponse est positive. Oui, on peut avoir un objet de ce type ici. Et en fait, vraiment, après la découverte des équations d'Einstein, ce sont les équations qui vont décrire les champs gravitationnels selon les lois de la réalité générale d'Einstein. Ce sont des équations différentielles qu'on peut essayer de voir quelle est la solution de cette équation. Et déjà, dans les 1916, on a Schwarzschild a montré qu'il y a une solution à symétrie sphérique de cette équation qu'on peut interpréter comme les champs gravitationnels au dehors d'une masse puntiforme, par exemple. Mais dans cette solution, c'est une solution qui décrit un trou noir dans la réalité générale. Ça, c'est simplement la forme de champ gravitationnel au dehors de la source. Et ici, cette RS, c'est simplement les rayons de Schwarzschild de la solution. Et par exemple, on peut voir qu'il y a apparemment une singularité quand on arrive au rayon de Schwarzschild. Cette singularité, c'est pas une vraie singularité. On peut c'est pas là. On peut changer coordonnées. La singularité n'est plus là. Mais on peut voir que quelque chose de particulier, on peut le trouver quand on arrive au rayon de Schwarzschild de cette solution. Ok, mais on peut dire, peut-être ça c'est une chose très formelle, c'est une solution qui existe, mais on a des réalisations dans la nature de cette solution ici. Et la réponse est encore une fois oui. On a des trous noirs dans la nature. Clairement, l'observation ne peut pas être directe d'un trou noir parce qu'elle est un objet noir. On n'a pas émission de radiation à partir de l'objet. On va parler après de la radiation de Hawking, c'est une chose très différente, mais on ne peut pas observer vraiment. C'est vraiment un objet noir. Mais on peut observer de la matière qui se déplace dans les champs gravitationnels d'un trou noir. Par exemple, on peut avoir un planet ou même une étoile qui se déplace dans les champs gravitationnels d'un trou noir et on peut comprendre qu'il y a un objet très massif si on va regarder quelle est l'orbite de cet objet. En pratique, il y a des cas où c'est encore plus simple de comprendre l'existence d'un trou noir. Et par exemple, le premier trou noir qui a été la première source astrophysique qui a été considérée comme un vrai trou noir, c'est Cygnus X1. Et c'est une source de rayons X qui a été découvert déjà en 1964. Mais à ce temps-là, il n'était pas clair qu'est-ce que c'est cet objet. Mais maintenant, il y a une interprétation de cet objet comme un système binaire où il y a un étoile qui perd du gaz, qui va entrer dans le disque d'accretion disque de ce trou noir. Et ici, la température, c'est très, très, très haut. C'est tellement haut qu'on peut générer de la matière X, des rayonnements X, qui sont à partir des disques de matière qui tombent dans les trous noirs. Et ça, c'est une interprétation que maintenant, c'est vraiment considéré comme l'interprétation correcte de l'origine des rayons X à partir de cet objet. Et en 2016, LIGO a aussi observé pour la première fois les ondes gravitationnelles qui ont été créées par la fusion des deux trous noirs. Maintenant, on a vraiment des mesures aussi très indépendantes qui nous donnent une confirmation de l'existence de cet objet. Ok, ces objets sont présents dans notre univers, on doit vraiment comprendre alors quels sont les paradoxes qui sont liés à leur existence. On va retourner à notre trou noir, on va voir quelles sont les propriétés clés dans la théorie de la relativité de cet objet. On a déjà dit que les trous noirs sont un objet de masse m et des moments cinétiques g. Et qu'est-ce qu'il passe? Quelles sont les propriétés très importantes de cet objet? Alors, il y a une chose qui s'appelle l'horizon des événements, qui c'est la surface de cet objet. Et on peut comprendre que c'est la surface à partir de laquelle on ne peut plus quitter l'objet. Et au centre du trou noir, il y a une singularité. Quelle est l'origine de cette singularité n'est pas encore claire. C'est une chose très similaire à le statut de l'électron, n'a été pas clair. Qu'est-ce que c'est un électron? C'est vraiment puntiforme, il y a une singularité. Mais je ne vais pas parler de la singularité aujourd'hui. Il y a des problèmes qui sont encore plus évidents à partir simplement de l'existence d'un horizon des événements.
Et le problème principal est que si on prend un objet, un astronaute, qui va tomber dans le trou noir, quand il entre dans le trou noir, il va complètement disparaître. On ne peut plus voir notre astronaute. L'astronaute ne peut pas envoyer des signaux au dehors du trou noir. Et qu'est-ce qu'il est passé au trou noir? Simplement, on a obtenu un trou noir, des masses un peu plus grandes et peut-être avec un moment angulaire que c'est différent. Mais ça, c'est la seule chose qu'on peut faire si on va faire tomber quelque chose dans les trous noirs. Mais pourquoi ça, c'est un problème? Bon, parce que du côté de Tintin, qui est fini dans le trou noir, il ne peut pas communiquer avec l'extérieur, mais rien ne lui est arrivé quand il a passé l'horizon des événements. L'exemple le plus simple, c'est par exemple si on nage proche d'une cascade, à un certain point, c'est la vitesse de l'eau par rapport au sol, c'est plus grand de notre vitesse maximale. À un certain point, on va finir dans la cascade. Mais à un certain point, on va passer en surface, que c'est une surface où la vitesse de l'eau, c'est égal à notre vitesse. Et à partir de ça, la vitesse va grandir. On n'a plus aucune possibilité de sortir. Mais si on a une très grande cascade, peut-être cette surface, c'est vraiment très loin de la cascade. On ne peut pas la voir, par exemple. Rien ne va passer. On a simplement passé en surface. À partir de ça, on ne peut plus envoyer des signaux au dehors de la cascade, mais on va tomber là-dedans. Et ça, c'est plus ou moins la même situation aussi pour les trous noirs. C'est-à-dire que pour l'observateur qui va tomber, rien de spécial il peut pouvoir rien de spécial. Mais d'autre part, l'univers n'aura plus accès à l'info qu'on a jeté dans les trous noirs. Et à partir de cette observation, M. Bekenstein s'est demandé qu'est-ce qu'il passe si on jette une boîte contenant de gaz avec une entropie S dans un trou noir. Je peux faire cet expériment, je vais jeter les gaz a une certaine entropie, je vais les jeter dans les trous noirs. Où est finie l'entropie? C'est-à-dire il y a une violation de la loi de la thermodynamique, on va perdre l'entropie, mais on connaît que l'entropie peuvent seulement grandir. Et la solution qui a été trouvée par M. Bekenstein, c'est qu'il a découvert qu'on peut associer une entropie à un trou noir. C'est-à-dire que si on jette notre boîte avec du gaz dans le trou noir va grandir un petit peu. Il a un masse que c'est un peu plus grand parce qu'on a jeté quelque chose dedans. Et aussi, il a une surface que c'est un peu plus grand. Ça, c'est très important. Et en fait, il a découvert une chose très bizarre, c'est que l'entropie c'est proportionnel à la surface d'un trou noir. C'est pas proportionnel au volume. Pour une boîte de gaz, l'entropie c'est proportionnel au numéro de particules, c'est-à-dire que c'est proportionnel au volume de la boîte. Mais par un trou noir, l'entropie c'est en fait proportionnel à la surface du trou noir. Et il a aussi démontré qu'en réalité générale, si on prend deux trous noirs, par exemple, on va les fusionner, on peut obtenir seulement un trou noir où la somme des surfaces les trous noirs finales a une surface que c'est plus grande que la somme des surfaces des deux trous noirs. C'est-à-dire qu'on a vraiment une entropie qui va grandir. Il n'y a aucun processus en réalité générale qui va diminuer la surface d'un black hole en relativité générale. Mais on va voir que ça peut apparaître si on va mettre aussi la théorie quantique des champs dedans. Et en fait, on peut aussi aller un peu plus loin et on peut vraiment voir quels sont les facteurs de proportionnalité. Ça, c'est l'entropie qu'on va associer à un trou noir. Et comme vous pouvez voir, c'est proportionnel à la surface du trou noir. Et bon, les autres sont les constantes fondamentales qui sont nécessaires pour créer une entropie. Si on a de l'entropie, on a aussi une température. On peut simplement utiliser la première loi de la thermodynamique pour la définir. Et enfin, dans ce côté, on arrive au résultat de Hawking. Parce qu'on a une entropie qu'on peut associer à un trou noir, on peut aussi associer une température à le trou noir. Et cette température qu'on peut calculer, où ici il y a une dépendance de la surface gravity, c'est la gravité, la force de la gravité sur la surface de l'horizon. Mais on peut calculer une température associée à les trous noirs, et c'est la température de spectre des corps noirs qu'on va obtenir quand le black hole va rayonner. Mais pourquoi
comment est possible qu'un trou noir émette de la radiation? Alors, il y a une réponse un peu plus précise. Les papiers de Hawking, c'est un peu technique, mais on peut les suivre. Et l'idée un peu plus précise, c'est que le vide de la théorie quantique des champs, après les collapses gravitationnels, n'est pas vraiment le même vide qu'on avait avant la création du trou noir. Par rapport d'où l'ancien vide, il contient de la radiation. Et ça, c'est un calcul qu'on peut faire, et ça, c'est le calcul qu'il a fait Hawking. Mais il y a aussi une réponse un peu qualitative, mais nous donne l'idée pourquoi il y a la possibilité d'avoir un rayonnement. Et la réponse qualitative, c'est que le vide n'est pas vraiment vide. Dans la théorie quantique des champs, on a une création et destruction continue des particules, mais dans tous les effets physiques normaux, on ne peut pas avoir cette création et destruction des particules n'a aucun effet. En fait, les particules vont s'annihiler avant la possibilité de les détecter. Il y a simplement des effets très particuliers où on peut mesurer ça. Mais la chose très importante, c'est qu'en proximité de l'horizon d'un trou noir, une chose très bizarre peut se créer, parce qu'on peut créer un paire de particules. Une particule va tomber dans l'horizon et l'autre particule va partir jusqu'à l'infini. Et ça, c'est l'origine un peu qualitative de la radiation de Hawking. On va perdre une particule dans l'horizon et l'autre va partir, et ça, c'est l'origine de la radiation de Hawking. Et on a vu qu'on a un paradoxe. J'ai essayé de vous montrer pourquoi ce paradoxe c'est raisonnable si on joue avec les lois fondamentales qu'on connaît. Et on peut voir un peu quelles ont été les tentatives de résoudre ce paradoxe. Les résultats de Hawking ont été obtenus en considérant la théorie quantique des champs en espace courbe. L'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose de plus, d'utiliser des autres théories. Et on s'attend que ce paradoxe n'est pas présent dans la théorie quantique de la gravité. Mais il y a une chose très importante, c'est que si on considère un trou noir de masse très très grand, les champs gravitationnels à l'horizon, c'est vraiment très faible. Par exemple, si on a une cascade qui est très grande, on peut passer l'horizon où on va tomber dans la cascade, très loin de la cascade aussi. Et c'est-à-dire que là-bas, les effets du champ de la mécanique quantique, de la gravitation quantique, en principe ne sont pas grands, sont des effets faibles. Et ça, c'est un grand problème. C'est pourquoi ça a été vraiment très difficile de trouver une solution à ce paradoxe, même si on a des propositions pour des théories un peu plus fondamentales de la gravité quantique. Et c'est-à-dire que l'effet qui donne la perte d'informations doit être très subtil, et en effet, il est un effet très subtil. Et pour cette raison, on a eu beaucoup d'approches, même en théorie plus fondamentale, comme la théorie des corps, par exemple la correspondance des CFT, où on a une évolution, que c'est une évolution unitaire, on n'a pas de problème sur la prédictabilité de la théorie, mais on doit comprendre comme l'information peut être cachée si on va dans l'approximation où on utilise la relativité générale et la théorie quantique des champs. Et par exemple, il a été plusieurs propositions, j'ai fait une petite sélection. Alors, une solution qui a été proposée, c'est la Black Hole Complementarity, a été proposée par Leonard Susskind. Et l'idée, c'est que tantôt on traverse l'horizon d'un temps fini, mais pour un observateur externe, il n'arrive jamais. Ça, c'est devenu un phénomène qui s'appelle redshift. C'est un peu plus compliqué pour le montrer, mais l'idée, c'est qu'il y a cette différence perception du processus par un observateur qui va tomber dans le trou noir, un observateur qui va être à l'extérieur. Et l'idée de Susskind et collaborateurs a été que pour un observateur loin du trou noir, l'information est reflétée à l'horizon, on a quelque chose qu'on va jeter, on a des quantas sur la surface et l'information de quelque façon s'est reflétée, mais ça n'affecte pas tant. Et la raison, c'est qu'il n'existe aucun observateur qui peut faire toutes les deux choses, tomber dans les trous noirs ou faire une mesure à l'extérieur du trou noir. Et alors, même si les réponses sont différentes, en principe, il n'y a pas de problème parce qu'il n'existe aucun observateur qui peut faire tous les deux. Malheureusement, ça ne marche pas très bien parce que, par exemple, plus récemment, ils ont noté que il y a une contradiction cette fois avec la théorie de l'information parce qu'on peut prendre un couple de particules qui sont créées dans le
proche de l'horizon du trou noir. Et cette particule, en principe, on a un entanglement entre eux. Et si une particule va tomber dans le black hole, il y a encore un entanglement entre les deux. C'est-à-dire que si on ne peut pas vraiment dire que Tonton va faire des résultats différents sur son expériment par rapport aux résultats qu'on va obtenir à l'extérieur. Et alors, dans les années passées, on a trouvé une solution qui c'est un peu fort. Et l'idée, c'est que quand on arrive à l'horizon d'un black hole, il y a quelque chose qui va nous détruire. C'est pas vrai que Tonton va traverser l'horizon. Quand il arrive à l'horizon, Tonton est détruit par une explosion, quelque chose. Et l'idée s'appelle firewall parce qu'il y a quelque chose qui protège l'intérieur du black hole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment utiliser le principe de complémentarité. Très récemment, il y a été un développement qui c'est un peu moins drastique et que c'est un peu plus lié à l'activité qu'on fait dans les groupes de physique théorique et mathématiques ici. Et l'idée, c'est que vraiment, tous les arguments que je vous montrais sont basés sur l'hypothèse que quand on va jeter quelque chose dans un black hole, on a simplement une augmentation de la masse, par exemple, mais ça c'est tout. La masse est la seule charge qu'on peut mesurer pour les black holes. Mais récemment, il a été découvert par Hawking, Strominger et Perry, qu'il y a des caveats dans le théorème qui nous dit qu'un trou noir est caractérisé seulement par sa masse et son moment cinétique. Et en effet, il y a aussi des autres charges qui n'ont été pas jamais considérées dans le passé. L'idée est, sont-elles suffisantes pour reconstruire l'info? On ne connaît pas. Mais au moins, il y a cette possibilité que vraiment il y a des charges extra, et c'est-à-dire que les rayonnements qu'on va obtenir, ce n'est pas vraiment un rayonnement des trous noirs, des corps noirs. Et ça, c'est une possibilité qu'on est en train de vérifier de certaines façons. Mais pour le moment, les statuts de cette proposition, c'est simplement un statut à niveau classique. C'est simplement à niveau classique, les no-air théorèmes, comme on s'appelle, ce n'est pas vraiment vrai. Il y a des hypothèses qui sont violées qui ne sont pas vraies dans la théorie de la relativité générale, et on doit voir si à niveau quantique, ça peut apporter des modifications ou pas. Et bon, ça c'est plus ou moins les choses que je voudrais vous montrer dans les détails. Et si vous voulez en savoir plus, il y a des sources qui sont très intéressantes. Par exemple, il y a un livre de vulgarisation de Leonard Susskind qui s'appelle vraiment le Black Hole War, My Battle with Stephen Hawking to make the world safe for quantum mechanics. À un certain point, il a été vraiment une bataille entre les deux, et ils ont décidé et ça c'est les résultats de la bataille, et vous pouvez voir quels sont les résultats si vous les mettez ou pas, qui a raison pour vous. Il y a aussi plusieurs semi-technical reviews où il y a un peu plus de détails par rapport à ce que je vous montrais. Un exemple, ça c'est pas mal, c'est un blog entry, mais par Mats Strasser, qui c'est un expert de ces trucs ici, vous pouvez trouver. Et il y a aussi une vidéo introductive que je vous suggère, qui a été créée par des collègues à Zurich, que c'est pas mal, ce sont vraiment des scientifiques qui l'ont donné, avec un dessinateur qui c'est un professionnel, c'est vraiment un très bon résultat. Et par exemple, mon image de la cascade vient d'ici, ça je vais le suggérer comme vidéo. Et le rato, maintenant c'est en anglais, mais le rato en version en français, parce qu'on est en train de le traduire dans toutes les langues officielles de la Suisse, c'est-à-dire que aussi pour les écoliers peut être très intéressant ça. Ok, bon. Merci.